Un monument aux morts en Namibie, pays du sud-ouest de l'Afrique. À ceux qui défendirent la colonie contre l'insurrection Herero. Avec Dieu au service de l'empereur et de l'Empire, honneur à ceux restés loyaux jusqu'à la mort. Pendant 30 ans, entre 1884 et 1915, l'actuelle Namibie a été une colonie allemande. Dans le pays, nul n'a oublié aujourd'hui ces années de domination étrangère qui ont laissé des traces douloureuses. Did you ever hear the stories told by the elders of the village at the fires? Stories about the battles of the Odombande. Heroic stories from the war against colonialism. There, the art of resistance was born for us. L'art de la résistance. Fin mars 2018, les Namibiens défilent pour commémorer la guerre menée par l'armée coloniale allemande contre leurs ancêtres Herero et Nama. Pour l'occasion, ils ont revêtu les uniformes de l'ennemi d'alors. Un chapitre sombre, largement refoulé en Allemagne et qui pèse encore lourdement sur la Namibie. Notamment à Swakopmund, petite ville pimpante au bord de l'océan Atlantique. Devant la résidence du président de la République, un monument aux morts cristallise les tensions. Il rend hommage depuis plus d'un siècle aux soldats allemands tombés face aux civils namibiens. Une absurdité et une provocation pour Wahimi Kaapi, conseiller municipal, qui a déposé une motion à ce sujet. On devrait renvoyer ce monument en Allemagne, si vous voulez mon avis. Ou alors le détruire pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Dans ma motion, j'ai proposé qu'il soit placé dans un musée pour qu'on puisse honorer à la place nos héros, ceux qui ont combattu pour l'indépendance de ce pays. Voilà ce qu'on veut. Il y a quelque temps, le monument a été barbouillé de peinture rouge. Les Herero et les Nama manifestent pour dire leur humiliation, leur indignation. La façon dont les Allemands nous traitent en Namibie touche à notre identité en tant que nation Herero. Ils refusent de reconnaître leurs actes, alors même que leur sang coule dans nos veines. Swakopmund est sans doute la ville du pays où le passé colonial est le plus palpable. Le phare et les cafés évoquent davantage une station balnéaire allemande qu'une capitale régionale en Afrique australe. Coquette et immaculée, elle attire de nombreux visiteurs et figure en bonne place dans les circuits touristiques. Son centre compte environ 2000 habitants et reste à ce jour dominé par les Blancs. Certains descendent des premiers colons du temps de l'administration allemande. Mais Swakopmund a une autre face dont on parle moins. Mondesa, le quartier noir de la ville où vivent 60 000 habitants, pauvres pour la plupart. Leur quotidien offre peu de perspectives. Les écoles et les places d'apprentissage manquent, il n'y a pas de travail et les conditions de logement sont dégradées. Autant dire que l'avenir est incertain. Quel rôle joue le passé colonial du pays dans sa situation actuelle ? On est pauvre en Namibie. La richesse est aux mains des Blancs, notamment des Allemands. Toutes les fermes leur appartiennent, alors qu'ils n'ont pas déboursé un centime pour les acheter. Ils nous ont volé nos terres. Même les zones où vivent des bêtes sauvages sont réservées aux Allemands qui viennent là en vacances. Alors que moi, je n'ai nulle part où faire paître mon bétail ou mes moutons. J'ai l'impression de vivre dans une réserve.
Retour aux origines de ce conflit. Le sud-ouest du continent africain est une région globalement aride. Au XIXe siècle, des éleveurs et des chasseurs-cueilleurs de différentes ethnies s'y installent, notamment des Boshiman, des Ovambo, des Nama et des Herero. Nomades pour beaucoup, ils arpentent le territoire en quête de sols fertiles et d'eau pour eux et pour leurs troupeaux. En l'absence de frontières fixes, ces peuples s'installent au gré des pâturages. Ils se disputent les terres et des vols de bétail viennent parfois jeter de l'huile sur le feu. Le manque d'eau est un problème généralisé, la région étant trop sèche pour accueillir ces troupeaux de plus en plus vastes. Elle se trouve entre deux déserts immenses, le Namib et le Kalahari. En 1829, la Société des Missions du Rhin envoie ses premiers missionnaires en Afrique australe. Ceux-ci livrent leurs impressions sous forme de photos et de journaux qui sont autant de témoignages précieux. Ils créent des hameaux qu'ils nomment Bethanien, Neubarmen et Wuppertal. Objectif déclaré, apporter les lumières de la civilisation sur le continent noir. Mais les premiers habitants sont sceptiques face à ces religieux. When you came here, we had the land and you had the Bible. Nowadays, we have the Bible and you have the land. Après les missionnaires, les premiers colons affluent. Ils sont européens pour la plupart. Ils convoitent les terres et le bétail, considérant que la région est inoccupée. Cette concurrence supplémentaire exacerbe encore les tensions entre Herero et Nama qui tournent à l'affrontement armé. Le fragile équilibre local se trouve ébranlé. Les colons blancs attisent les conflits. Ils distribuent des armes et de l'eau de vie, font des promesses tantôt à un peuple, tantôt à un autre. Les terres qu'ils accaparent forment le socle des possessions actuelles des Blancs en Namibie. Il y a toujours un problème de répartition des terres dans notre pays. Nos parents ont été expulsés et dépossédés. Nous aurions dû hériter de tout ce qu'ils avaient. Ces spoliations ont plongé notre peuple dans une pauvreté qui dure depuis des générations. Depuis plus d'un siècle. Les Allemands s'approprient les pâturages, s'installent sur les autres terres. La situation s'envenime encore lorsqu'un marchand de tabac venu de Brême arrive dans la baie d'Angra Pequena en 1883. Il espère trouver du cuivre et des minerais dans l'arrière-pays et les revendre à bon prix en Europe. Adolf Lüderitz est précédé d'une réputation douteuse. Ses plantations de tabac au Mexique ont fait faillite et il n'a pas réussi à développer ses affaires en Afrique de l'Ouest. Il entreprend de négocier avec les Nama. Ils conviennent oralement d'une transaction portant sur des milles anglais, mais le contrat de vente évoque des milles géographiques d'Allemagne, ce qui multiplie par 20 la surface accordée. Les vastes terres accumulées par Adolf Lüderitz sont donc le fruit d'une escroquerie. L'empereur Guillaume Ier lui accorde sa protection et le 7 août 1884, le drapeau du Reich est officiellement hissé sur la côte namibienne. Angra Pequena devenant la baie de Lüderitz. Ce n'est que le début. Très vite, le territoire sous protection couvre une surface équivalent à 1,5 fois la taille de l'Empire allemand. En Allemagne, comme ailleurs en Europe, la croissance démographique rapide augmente la demande de denrées alimentaires. Le continent déborde et se reporte de plus en plus sur ses possessions outre-mer. Le jeune empire allemand est prêt à se jeter dans la mêlée, attiré par les matières premières, la main-d'œuvre bon marché et les terres pour ses sujets.
Les fermes à la Out of Africa, l'exotisme, les grands espaces et l'aventure. Ici, il y a de la place pour les colons et pour leurs ambitions. C'est le début d'une ruée des pays européens vers l'Afrique. Otto von Bismarck se pose en médiateur et convoque une conférence à Berlin. Fin 1884, les États européens rivaux se réunissent pour régler entre eux le partage de l'Afrique. L'occasion est rêvée pour l'Allemagne de se faire une place au soleil. This contract of Berlin hurt me for a very long time. For a whole lesson, we were told the names of the contract partners of Berlin, their extraordinary skills, their diplomatic aptness, the motivation behind everyone, the pacification of Africa, the good deeds of civilization of Africa, the courage of the explorers, the self-forgetting humanism. But nobody, absolutely nobody pointed to the insult, to the dishonor that followed us everywhere. Grande-Bretagne, France, Italie, Portugal, la plupart des États européens se sont déjà servis en Afrique. L'acte de Berlin formalise leurs relations commerciales et fait de l'Allemagne une puissance coloniale. Elle investit des territoires dans l'est du continent, l'Afrique orientale allemande, mais aussi le Togo, le Cameroun et le sud-ouest africain allemand, aujourd'hui la Namibie. La décision de coloniser l'Afrique a eu des répercussions sur le développement du continent tout entier. L'Afrique a accumulé du retard puisque ses ressources étaient exportées vers l'Europe. Résultat, nos peuples sont devenus pauvres et dépendants. Dans le cas de la Namibie, ce n'est pas seulement qu'on a pillé nos ressources, la population a été exterminée. Ça a profondément marqué notre société. Après la conférence de Berlin, les colons allemands affluent de plus belle dans le sud-ouest africain et continuent de semer la zizanie entre les ethnies locales pour s'approprier des terres. Ils s'immiscent dans les conflits des uns avec les autres. C'est ainsi qu'ils concluent un accord avec le chef des Herero. En échange de leur protection contre les Namas, ils obtiennent des terres et du bétail. En 1890, le chef des Namas, Hendrik Witbooi, écrit à son homologue Herero, Samuel Maharero. I learned that you have given yourself into German protection. This dry land is only known by two names, Herero land and Nama land, and is an autonomous realm. No other captain or leader has any right to force his will. But you, dear captain, you have now accepted another rule and have handed yourself over to a human supremacy for protection. But my dear captain, do you realize what you have done? That will be to you like the sun which the jackal carried on his back and which burned him nearly to death. Malgré la mise en garde de ce vieux conte namibien, le soleil finira par brûler le dos des Africains. Hendrik Witbooi tient un journal et rédige de nombreuses lettres en néerlandais du Cap, une langue alors répandue dans le sud du pays. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique de la résistance anticoloniale. Ses journaux épistolaires ont été inscrits au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Son portrait orne les billets de dollars namibiens. En mai 1893, après la paix conclue entre Herero et Nama, les troupes coloniales allemandes attaquent le village Nama de Hornkrantz en vue d'éliminer Hendrik Witbooi qui y réside. L'opération tourne au massacre, notamment de femmes et d'enfants. Le leader en réchappe et demande « À quelle main doit-on ce carnage ?» Le monde entier peut se poser la question. Mais le monde ne s'en soucie guère et préfère détourner les yeux. La vie devient encore plus difficile pour les peuples namibiens, soumis aux travaux forcés, aux châtiments corporels et aux exécutions publiques.
do not wish to be beaten. Otherwise, it could be that we also begin to hit back. Les spoliations et les humiliations imposées par les troupes coloniales finissent par coaliser les peuples de Namibie. Les Herero révoquent leur accord avec les Allemands et la résistance s'organise. Le chef Samuel Maharero écrit: Our people were robbed and mocked by German merchants. Their cattle was taken away with force. They were flogged and maltreated. Some men were shot like dogs when they refused to give away their women and children. Our chiefs consulted and determined that the war could not be that worse than what we had to go through. La guerre semble inéluctable. Pour les Allemands, c'est la rébellion perfide de sauvages assoiffés de sang. Mais les Herero et les Nama n'ont pas d'autre choix. Samuel Maharero appelle ses hommes à prendre les armes. Let us prefer to die together while fighting, rather than by maltreatment or prison. Le 12 janvier 1904, les premiers coups de feu retentissent. Des bureaux de l'administration allemande, des gares et des commerces sont ravagés. Des fermiers blancs assassinés. Les femmes et les enfants sont épargnés. Le 21 janvier, Samuel Maharero écrit dans une lettre: Batwapo oveta nembo ethemba nedikame kovandu abehe banji. Kuja abehatwako omakewa wo kuimba. Kuja omwinjirisa, ombaatiri, omudorotwa, omukwena, nomburu. Abehemba kakuna kutuna omake. Amushiti oshinaho, batwapo eyaneno, kuja apehamunika oshinahi nawina komoko vahonge. Opuo, owami. Initialement, les troupes coloniales ne font pas le poids face aux guerriers Herero. Mais l'Allemagne envoie très vite des renforts. De l'artillerie lourde et 20 000 hommes supplémentaires débarquent à Swakopmund. L'empereur allemand place à leur tête un commandant de sinistre réputation, Lothar von Trotha. Il m'est très difficile de vous expliquer ce que je ressens sans perdre mon calme. Quand on sait que les autorités allemandes de l'époque se sont concertées et ont froidement, j'insiste, froidement et délibérément envoyé un homme qu'elles avaient soigneusement choisi pour accomplir cette mission très particulière. Lothar von Trotha est arrivé ici. Et il a, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, formalisé un projet de génocide. Il a écrit « Je veux que mes troupes effacent une communauté entière de la surface de la Terre. » Le général s'est bâti l'image d'un officier intraitable en Afrique orientale allemande, puis en Chine. Son projet pour la Namibie tient en 3 mots. Nettoyer, lyncher, briser. Il déclare: J'exterminerai les tribus rebelles en versant des torrents de sang et d'argent. Le 11 août 1904, des dizaines de milliers de Herero sont rassemblés avec familles et troupeaux au pied du Waterberg. Là, il y a suffisamment d'eau et de nourriture pour tous. Ce sont leurs territoires ancestraux et ils ont bien l'intention de les défendre. L'affrontement qui suit est appelé par les Herero « Bataille d'Oamakari ». Von Trotha donne l'ordre d'exterminer l'ennemi. Les Herero ne sont plus des sujets allemands. Tout homme Herero trouvé à l'intérieur des frontières allemandes sera fusillé, qu'il soit armé ou non, avec ou sans bétail. Le territoire sera interdit aux femmes et aux enfants qui seront renvoyés à leur peuple ou abattus. Voilà ce que j'ai à dire au peuple Herero, moi, le grand général du puissant empereur d'Allemagne.
Un appel au génocide. Les Herero ne s'y trompent pas. Samuel Maharero répond. The beginning of the war is not just in this year begun by me, but by the whites. Now I have to kill white people, even if I die. These are my words. I am the chief of the Herero. Dans un premier temps, les Herero ripostent efficacement aux assauts des troupes allemandes. Contrairement à l'armée coloniale, ils connaissent le terrain, le relief, la végétation, le climat. Des récits de la bataille nous sont parvenus. They are going to shoot. Toof! They are running with guns under their arms. They are running. You all prepare. Let us go. Johanna, let us go and drink from the shallow water holes. Samuel, hear the guns. People are distraught. The child has lost its mother. The mother has lost her husband. Let us go. We must go. Toof! They shoot. Lothar von Trotha repousse les Herero dans le Sandfeld tout proche, appelé localement Omaeke. Il verrouille toutes les issues. La région aride d'Omaeke achèvera ce que les fusils allemands ont commencé. L'extermination du peuple Herero. Maria Katiaita et Festus Chikuwa, tous deux Herero, se rendent sur le lieu de la bataille. C'est un endroit très important dans l'histoire de notre génocide. Je suis très ému d'être ici, même si je ne peux pas voir les cadavres de mes héros. Je sens qu'ils sont présents, qu'ils sont tombés ici. Ils ont été courageux face à la machine de guerre allemande. Ce n'est pas étonnant que la Namibie soit surnommée le pays des braves. Notre peuple a résisté avec détermination contre ceux qui voulaient leur arracher ce qui leur appartenait. La stratégie de l'ennemi a consisté à encercler les points d'eau où s'alimentaient nos ancêtres et à empoisonner l'eau pour les tuer. C'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi ce site occupe une place essentielle dans notre histoire. C'est très lourd pour moi. C'est la première fois de ma vie que je viens ici. Quand on a entendu tous ces récits qui circulent chez nous et qu'on se dit que c'est ici que ça s'est passé, on ressent une grande douleur pour ses ancêtres, une douleur qui ne peut pas s'exprimer avec des mots. Mon peuple a dû faire face à l'armée allemande si puissante avec ses armes et ses munitions. Nos ancêtres ne faisaient pas le poids. Ils n'avaient pas assez de fusils. Ils n'avaient pas d'artillerie lourde. Mais par amour pour leur pays, ils ont décidé de se battre. Des hommes, des femmes, des enfants. En se promenant ici, on doit pouvoir retrouver encore des ossements et d'autres vestiges. Aujourd'hui, le terrain appartient à un agriculteur blanc. On ne peut pas y pénétrer sans son autorisation. C'est extrêmement douloureux. Alors que la Namibie est un pays indépendant, de devoir demander la permission de venir ici. Cet endroit devrait être à nous. Il faut vraiment être sans cœur pour ne pas comprendre ce que nous exigeons. Nous voulons la justice, c'est tout. Tout à l'heure, j'avais l'impression que quelque chose ne tournait pas rond. Mais maintenant que je suis assise ici, j'éprouve un sentiment de calme, je me sens en paix, comme si je parlais pour la première fois. Comme si je parlais pour la première fois à mon peuple.
Seuls 1200 héros environ en réchappent, dont Samuel Maharero. Les autres sont pris au piège, entre les points d'eau empoisonnés et les soldats qui tirent sur ceux qui essaient de s'enfuir. Quelques 85 000 personnes meurent de faim et de soif dans d'atroces souffrances. Les morts côté allemand sont enterrés au pied du Waterberg. Les tombes portent des noms, des dates, des grades. Le cimetière est financé par une association allemande pour l'entretien des sépultures militaires. Ici, nulle mention de génocide, de culpabilité ou de regret. Tout au fond du cimetière, peu visible sur un mur, une petite plaque a été apposée en souvenir des morts du camp Herero. Elle ne mentionne aucun nom. Nous savons où vivaient nos ancêtres, où ils ont été enterrés. Nous embrassons le sol quand nous passons à proximité. Mais ces lieux ne nous appartiennent pas. Nous n'avons pas oublié ces événements. C'est une réalité toujours bien présente. J'ai grandi à Okakarara. Depuis la ville, on peut voir le Waterberg, où mes ancêtres sont enterrés. Mais ce lieu n'est plus à nous. Nous avons grandi en sachant tout cela. Mes parents et mes grands-parents en parlaient, nous racontaient comment était la vie avant la colonisation. Après le génocide, ce que les colons appellent Les éléments de travail nécessaires se font rares. Qui va poser les voies ferrées indispensables pour transporter les colons, les marchandises et l'armée, bref, pour exploiter la colonie? Il faut par exemple une ligne de chemin de fer au départ de Lüderitz. Le travail est dur sur la côte atlantique, froide et battue par les vents. Les hommes et les femmes réquisitionnés pour l'occasion sont habitués aux températures chaudes du désert. Ils meurent par milliers. De part et d'autre des rails, on devine leurs tombes. Anonymes, là encore. Elles ont été découvertes récemment. La détresse des forçats n'a pas été oubliée. Ombepera ikoda. The cold kills me. Les inhumations se multiplient le long des voies. De nos jours, Lüderitz est une petite ville coloniale très soignée dans l'extrême sud de la Namibie qui vit de la pêche et d'autres activités portuaires. L'architecture rappelle le passé glorieux de la ville, le temps où l'on dépensait sans compter et où l'on donnait des fêtes extravagantes. Cette prospérité éphémère due à la découverte de diamants dans la région a permis quelques années à la colonie d'être rentable pour l'Allemagne. Mais Lüderitz a aussi un lourd passé. Shark Island, la tristement célèbre île aux requins, est aujourd'hui à la fois un lieu de mémoire et une destination touristique. En 1905, les Allemands y ouvrent un camp de concentration destiné à ce qu'ils appellent la racaille ouvrière rebelle. De nombreux autres camps voient le jour dans le pays. Désirée Kaikopo est en quête de ses racines familiales. Elle voudrait retrouver la trace de son arrière-arrière-grand-mère qui a été internée ici. Que lui est-il arrivé? À quoi ressemblait le quotidien dans le camp? On sait que des hommes, des femmes et des enfants y mouraient quotidiennement dans des conditions inhumaines. Je crois qu'elle passait l'essentiel de son temps à vivre dans la peur, dans la terreur. Elle était peut-être la seule de la famille à avoir été envoyée là. Elle ne savait pas s'il y avait d'autres survivants, si elle reverrait ses proches. Beaucoup de prisonniers mouraient en essayant de s'échapper. Ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver.
Aujourd'hui, notre famille est dispersée aux 4 vents. Et j'ai envie d'aller au-delà des histoires qu'on m'a racontées. Je veux comprendre d'où nous venons vraiment et le combat qu'il a fallu mener pour arriver où nous en sommes. Car si tous nos ancêtres étaient morts, nous ne serions pas là aujourd'hui. Plus de la moitié des prisonniers trouvent la mort dans le camp. Les plus aptes physiquement sont vendus à des fermiers blancs. C'est du trafic d'esclaves au XXe siècle. Les femmes détenues doivent décaper les crânes des exécutés à l'aide de morceaux de verre. Ils sont ensuite envoyés à l'hôpital de la Charité à Berlin et servent à des travaux de recherche qui alimentent les théories racialistes. Certaines femmes ont dû nettoyer des crânes d'hommes décapités. Ça pouvait être celui d'un de leurs frères, ou de leur oncle, ou encore d'un inconnu, et on ne leur laissait pas le choix. Les sévices imposés aux femmes par les soldats allemands ont aussi laissé de douloureux souvenirs. Il y a du sang allemand dans ma famille, des deux côtés. Des soldats allemands étaient stationnés par ici et la sœur de ma grand-mère m'a raconté ce qui se passait. Régulièrement, un capitaine exigeait qu'elle le rejoigne à la caserne. Il lui mettait une veste et un chapeau, puis il la traînait jusque là-bas, comme si elle était éméchée. 2 soldats allemands la tenaient sous les aisselles, comme ça, et de cette façon, elle passait pour un soldat ivre à l'entrée du camp. Voilà comment il l'emmenait jusqu'au quartier de cet officier. Le nombre de viols est très élevé, quoique difficile à évaluer. Beaucoup de familles sont concernées. Là, c'est moi avec ma mère. Vous voyez, je suis un peu plus foncé qu'elle. Mon grand-père et mes 2 sœurs sont plus clairs, comme elle. Ma grand-mère était encore en vie à ma naissance et elle s'est exclamée « Quel soulagement !» Enfin, Dieu merci, on va redevenir noir. Il ne faut pas sous-estimer les séquelles psychologiques qu'ont laissé ces viols et ces atrocités. On nous a empêchés de vivre comme nous l'entendions. Les mauvais traitements et le génocide ont anéanti quelque chose en nous, il y a très longtemps. Ça a commencé par le génocide, mais il y a eu ensuite le mandat sud-africain et le reste. On a complètement piétiné notre dignité, notre humanité et notre identité. Après la bataille du Waterberg, la société coloniale allemande rapporte. L'indépendance des Herero et des Nama ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. Le ministère allemand chargé des colonies décide de confisquer les biens des populations dites indigènes. Les Noirs n'ont plus le droit d'acquérir des terrains. Leurs possessions sont intégralement annexées pour être vendues ou données. Katutura est le plus grand township de Windhoek, la capitale de la Namibie. Son nom signifie « l'endroit où nous ne voulons pas vivre », car les ancêtres des habitants actuels ont été forcés de s'y installer. Ida Hoffmann a milité activement contre le régime de l'apartheid et a connu pour cela les expulsions, les persécutions, la détention et même l'isolement carcéral. Aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale namibienne, elle préside aussi le comité du génocide des Nama. Elle pourrait vivre dans un quartier plus huppé, mais préfère rester proche des siens. On nous a arraché notre dignité humaine pour la jeter dans le caniveau.
Moi qui suis là avec vous, je ne sais même pas ce qu'il est advenu de mon arrière-grand-père. Son crâne, ses restes, où sont-ils? Ce sont des choses qui font mal. Nous avons souffert. Il reste des blessures. À Katutura, la solidarité s'impose, en réponse aux exclusions et aux humiliations. Les gens réclament de l'aide à corps et à cri pour sortir de cette pauvreté. Mais quelque chose nous en empêche. Nous sommes enfermés dans une prison mentale. Les régimes qui se sont succédés dans ce pays ont imprimé leur marque sur nous. Sous le mandat sud-africain, c'est l'Afrique du Sud qui a bloqué nos esprits. On ne pouvait pas penser librement. On ne pouvait pas agir pour nous-mêmes, on était dépendants. Dès 1907, une loi vient limiter et contrôler les allées et venues des populations locales. Pour sortir de son territoire attitré, il faut désormais faire une demande auprès de l'administration allemande et donc demander la permission de se déplacer dans son propre pays. Les Africains de plus de 7 ans doivent porter autour du cou un jeton où figurent leur matricule et leur appartenance ethnique. Des postes de police nouvellement créés permettent de surveiller les faits et gestes des colonisés. Eux ont tout perdu. Leurs terres, leur bétail, une grande partie de leur famille et de leur entourage. Ils travaillent comme esclaves pour les nouveaux maîtres. La colonie doit enfin être valorisée économiquement. Tel est le mot d'ordre à Berlin. Il s'agit d'éduquer les nègres au travail. Here above, the world is filled with plenty of hardships and difficulties everywhere. Levi is in Okanona. Traugard has disappeared. I don't hear anything about him, where he might be. Kamapwenitha is in Karabab. A man who has been in Swakop has to cry. Des chaînes, des camps, des exécutions publiques. Au vu et au su du monde entier. Quelques années plus tard, c'est le début de la Première Guerre mondiale. En 1915, les troupes coloniales allemandes en Namibie sont battues par le corps expéditionnaire britannico-sud-africain. À la fin du conflit, le traité de Versailles oblige l'Allemagne vaincue à renoncer à ses colonies. La Namibie passe sous mandat sud-africain. L'armée allemande quitte la région, mais les colons, eux, conservent leurs fermes, leurs mines et toutes leurs possessions. Les Anglais n'ont pas l'intention de prendre leur place et les populations locales ne sont pas consultées. Au cours des années 1930, le poison du national-socialisme gagne l'Afrique australe. De nombreux colons allemands espèrent récupérer les territoires perdus. Le salut hitlérien fait son apparition dans le bush sud-africain. Puisque l'Allemagne rêve de dominer le monde, il lui paraît évident que la Namibie doit revenir dans son giron. Le nationalisme et le racisme prospèrent aussi en Afrique du Sud, où le parti de Daniel Malan remporte les élections en 1948. Il promet de faire de la pointe sud de l'Afrique une terre de blancs. Très vite, il instaure l'apartheid, y compris en Namibie. Les mauvais traitements réservés aux Noirs sont désormais institutionnalisés. Les habitants sont catégorisés en fonction de leur appartenance ethnique. Les villes deviennent blanches et avec elles les plages, les magasins et les parcs. Quant aux Noirs, ils sont relégués dans les townships. Le régime sud-africain poursuit ce que son prédécesseur a commencé. À ce jour, l'Allemagne n'a toujours pas présenté d'excuses officielles, alors qu'elle a assassiné plus de 100 000 héros et Nama dans leur propre pays.
Ils n'ont toujours pas trouvé les mots pour dire Entschuldigung. Nous sommes désolés. C'est grotesque. Dans les années 1960, la population est lassée d'attendre des jours meilleurs. L'organisation du peuple du sud-ouest africain, la SWAPO, voit le jour, avec à sa tête Sam Nujoma, futur président de la Namibie. Le parti se bat pour l'indépendance contre les spoliations et l'oppression exercée par la puissance occupante sud-africaine. De vastes pans de la population entrent en résistance. C'est le début d'une guérilla longue et sanglante. Le régime riposte brutalement par des arrestations, de longues peines de prison, des tortures et des exécutions. Certains détenus vont rejoindre Nelson Mandela et ses camarades de lutte à Robben Island, en Afrique du Sud. En septembre 1978, la résolution 435 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU exige le retrait de l'Afrique du Sud du territoire namibien et la restitution du pouvoir au peuple namibien. L'Afrique du Sud refusera jusqu'à la fin des années 1980 de l'appliquer. En 1988, un accord signé entre les belligérants met un terme à la lutte armée. Sam Nujoma rentre d'exil après 30 années passées notamment en Tanzanie et en Angola. Les premières élections libres apportent de l'espoir. À Windhoek, la Kaiserstraße, la rue de l'Empereur, est rebaptisée Independence Avenue, avenue de l'indépendance. La Namibie est le dernier pays d'Afrique à accéder à l'indépendance. Le vent du changement y souffle enfin. Il faut désormais tout repenser et réinventer les relations entre Windhoek et Berlin. L'ancienne puissance coloniale va-t-elle assumer sa responsabilité et sa culpabilité ? La République fédérale opte pour la politique du portefeuille. Après l'indépendance, elle verse de très importantes aides au développement à la Namibie, bien plus généreuse qu'à tout autre pays dans le monde. Mais toujours aucune reconnaissance du génocide et pas d'excuses officielles. Les traces de la domination coloniale sont toujours bien visibles, comme ces tombes anonymes dans le cimetière de Swakopmund. Les Namibiens exigent la reconnaissance de leurs souffrances et de leurs blessures. En 2011, une délégation de Herero et de Nama s'envole pour Berlin en vue d'obtenir la restitution des crânes récupérés dans les camps de concentration. Une cérémonie est prévue à l'hôpital de la Charité, où sont conservés encore aujourd'hui certains de ces restes humains. Mais des frictions ne tardent pas à apparaître, et les officiels allemands refusent de recevoir leurs homologues namibiens. Le ministère des Affaires étrangères fait savoir que les crânes en question sont ceux de membres des ethnies Herero et Nama décédés en Namibie, sans évoquer le contexte de ces morts. Les Namibiens espéraient simplement des excuses. Rien d'extraordinaire si l'on songe que l'Allemagne a entre-temps invité la Turquie à reconnaître le génocide arménien. Mais oui, ils doivent s'excuser. S'excuser et reconnaître ce qu'ils ont fait. Et s'ils présentent des excuses, qu'ils ne se contentent pas de le faire en Allemagne, au Bundestag. Il faut qu'ils viennent en Namibie, qu'ils s'excusent dans notre pays, devant la population. Ils prônent la responsabilité historique et morale. Mais ils ne sont pas disposés à traduire leurs paroles en actes. Il y a 2 poids, 2 mesures et beaucoup d'hypocrisie.
Les Namibiens nourrissent aussi une grande méfiance à l'encontre de leur propre gouvernement. La population se demande notamment où sont passées les aides au développement versées pendant toutes ces années par l'Allemagne. Sous la présidence de Sam Nujoma, l'ethnie Ovambo dominait la vie politique. Ses détracteurs affirment qu'elle attribuait les financements à ses territoires et à ses projets. Beaucoup parlent de corruption et de gabegie financière. La répartition des terres a par ailleurs été menée à reculons et sans cohérence d'ensemble. Les descendants des victimes Herero et Nama se sentent toujours ignorés. C'est dans ce bâtiment officiel de Windhoek que nous avons rendez-vous avec Zedekian Gaviru. Ancien ambassadeur au Benelux et auprès de l'Europe, il mène désormais, au nom du gouvernement namibien, les négociations avec l'Allemagne concernant la reconnaissance du passé colonial. Les associations de victimes exigent de participer aux négociations. Le diplomate précise ses objectifs. Dans une situation comme celle-là, l'essentiel est de reconnaître la vérité, d'admettre ce qui s'est passé. Puis il y a la question des réparations pour aider notre société à se reconstruire. La pauvreté est immense ici. Nous avons beaucoup perdu. Il est possible d'y remédier. Et l'Allemagne devrait être sensible à notre situation. Après tout, elle a elle-même été ravagée par une guerre terrible. Or aujourd'hui, elle est devenue l'un des pays, voire le pays le plus puissant d'Europe. En 2015, Berlin envoie un message. Le gouvernement parle désormais officiellement de génocide. Peut-être un pas vers la réconciliation. Der Deutsche Bundestag erkennt die schwere Schuld an, die deutsche Kolonialtruppen mit den Verbrechen an den Herero, Nama, Damara und San auf sich geladen haben und betont, wie Historiker seit langem belegt haben, dass der Vernichtungskrieg in Namibia von 1904 bis 1908 ein Kriegsverbrechen und Völkermord war. Der Deutsche Bundestag betont deshalb die fortdauernde Verantwortung Deutschlands für die Zukunft Namibias. Génocide, le mot est lâché. Reste à savoir si Berlin en tirera les conséquences et prendra ses responsabilités. Des pourparlers sont engagés, mais les organisations représentant les victimes Herero et Nama ne sont pas invitées à la table des négociations. Ruprecht Polenz est à la tête de la délégation allemande. Les négociations se déroulent à l'échelon intergouvernemental parce que nous discutons de notre avenir commun et de projets qui doivent voir le jour dans les zones habitées par les principaux intéressés. 2 ans plus tard, les négociations sont dans l'impasse et rien n'est réglé. En 2017, les associations représentant les victimes engagent une action collective contre la République fédérale d'Allemagne devant un tribunal new-yorkais. L'Allemagne refuse de se présenter et continue d'ignorer les demandes des Nama et des Herero. C'est nous qui sommes directement touchés. L'Allemagne doit négocier avec nous, pas simplement avec notre gouvernement. Tant que les pouvoirs publics allemands n'en prennent pas conscience et n'acceptent pas cette réalité, le problème restera entier. Fin mars 2018, le défilé en mémoire du génocide atteint le cimetière de Swakopmund. Pour les Herero et les Nama, qui honorent ici leurs ancêtres et commémorent leurs blessures, le passé est encore très présent. Les négociations intergouvernementales, elles, sont au point mort. Les exigences présentées à l'Allemagne sont claires. Reconnaissance du génocide, présentation d'excuses et paiement de réparation. Mais Ruprecht Polenz précise. Il n'y aura pas de dédommagement pour les particuliers. On a affaire à la génération des arrière-petits-enfants des victimes de l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne n'a indemnisé que les victimes directes, qui avaient été personnellement touchées. Mais à qui revient le soin de déterminer qui est personnellement touché? Il faut que les choses bougent. Le gouvernement namibien doit agir dans la transparence. Parce qu'en attendant, nous avons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet accord bilatéral? Quel sera son contenu?
Quel rôle jouent les Allemands? On sait que la Namibie se taille déjà la part du lion en matière d'aide au développement. Je ne veux pas m'en prendre au gouvernement, mais s'il prétend prendre soin de ses enfants, il faut qu'il nous rende des comptes à un moment ou à un autre. Au cœur de Windhoek se dresse un monument aux morts. La statue du génocide rappelle les souffrances infligées par les troupes coloniales allemandes. Elle invite les ethnies divisées à trouver ensemble des solutions pour vivre avec le passé. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuerons à faire valoir nos revendications jusqu'à ce qu'une génération raisonnable arrive au pouvoir en Allemagne. Une génération qui comprendra que les événements du passé doivent être réparés. Pour ce faire, il faut que nos peuples se parlent et se mettent d'accord sur une solution. L'Allemagne représente un chapitre sombre de notre histoire. Nous voulons l'effacer avec la nouvelle génération. Tourner la page, accéder au développement, au progrès. Nous voulons pleinement faire partie de ce monde. Si la liberté, notre liberté, se répand en Afrique, si la liberté s'en vient et que je ne suis plus là, passez voir ma tombe et chuchotez doucement. L'Afrique est libre et unie. And united.